Mon nom, c'est Gérard Raharolahi. Je vais le dire juste une fois ce soir. Je travaille pour les Autochtones depuis 20 ans. Mon employeur actuel, c'est le ministère de Relations Couronne Autochtone du Nord Canada. Pour ceux qui ne le savaient pas, le ministère des Affaires indiennes s'est séparé en deux il y a à peu près 1 an et demi. D'un côté, il y a le ministère Service aux Autochtones Canada. De l'autre côté, il y a un ministère Relations Couronne Autochtone et du Nord Canada. Moi, je suis du côté de la relation. Je suis ici, je suis content de revenir à Ouachat. Ça faisait 5 ans, presque 6 ans que j'étais venu à Ouachat la dernière fois. Alors, parce que je parlais tout à l'heure, j'ai rencontré Normand qui m'a fait le tour de la communauté. Je travaillais avec Sécurité publique dans le dossier de la police autochtone. Aussi content de voir Alex, que j'avais rencontré une formation à un moment donné pour les agents de registre des Indiens. Donc, aujourd'hui, je viens vous parler du projet de loi S3 qui est venu en vigueur en décembre 2017 et du processus de collaboration. C'est comme une grande consultation ou discussion que le ministère veut avoir avec les Autochtones, avec les Premières Nations, pour discuter de l'inscription, l'appartenance et la citoyenneté. Quand je fais mes présentations, je fais tout le temps un petit mot au début pour vous dire que la loi sur les Indiens, je suis pas ici pour la défendre, je suis ici pour vous l'expliquer du mieux que je peux. On le sait tous que la loi sur les Indiens, c'est une loi paternaliste, colonialiste, discriminative. Donc, si vous n'êtes pas très content de la loi sur les Indiens, c'est correct, vous avez le droit. Je suis capable d'en prendre, j'ai le dos large. Aussi, une des choses que je dis souvent au début des présentations, c'est que j'utilise le mot indien. C'est pas mon mot favori. Mais j'ai pas le choix de l'utiliser parce qu'on parle de la loi sur les Indiens, puis on parle de, madame l'a dit tout à l'heure, la loi sur les Indiens, elle dit qui est un Indien, qui ne l'est pas. Ben, c'est un peu ça la loi sur les Indiens, quand on parle d'inscription. Donc, on n'a pas le choix, il faut qu'on utilise ce mot-là, mais moi, je préfère utiliser membre des Premières Nations, autochtones, mais indien, c'est pas mon mot favori, mais j'ai pas le choix pour la présentation, il faut que je l'utilise. Fait qu'on va y aller comme ça. Là, je passe à la télé. Je suis pas habitué, mais c'est pas grave, on va faire comme si elle n'était pas là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, juste lever la main. Si vous voulez parler à Ninou, comme Véronique l'a mentionné, notre ami Clément est ici pour nous donner un coup de main. Donc, aujourd'hui, je vais commencer la présentation par une déclaration de notre ministre. En décembre 2016, la ministre Caroline Bennett, la ministre des Relations couronnes autochtones, a dit ceci. « Nous voulons que ce soit les nations qui décident elles-mêmes de toute la question de l'appartenance et de l'inscription. Ce n'est pas une chose dont le Canada devrait décider, comme il a rédigé la loi sur les Indiens. Ce n'est pas à nous de décider qui est inscrit et qui ne l'est pas. Nous ne voulons pas avoir ce rôle. Voilà pourquoi il est si intéressant de faire les choses comme il faut en demandant aux gens ce qu'ils souhaitent voir dans la loi. » Donc, c'est un des objectifs aujourd'hui de la présentation, de la consultation qu'on a en ce moment, c'est de savoir qu'est-ce que vous en pensez puis comment vous verrez ça. La présentation elle a 3 objectifs. Le premier, c'est de fournir de l'information sur le processus de collaboration sur l'inscription des Indiens, l'appartenance et la citoyenneté. Deuxième, présenter un bref aperçu des modifications à la loi sur les Indiens suite au projet de loi S3. Et finalement, ça va être probablement pas mal plus avec Véronique puis David, c'est obtenir vos commentaires sur la mise en œuvre des changements à venir à la loi sur les Indiens. Pour vous parler de la loi S3 qui a été mise en vigueur en 2017, il y a quelque chose d'important à retenir, c'est que le projet de loi S3, c'est un projet de loi
Les modifications ont été apportées en raison d'iniquités fondées sur le sexe. Les mots qui sont importants à retenir en haut, iniquité fondée sur le sexe. Qu'est-ce que c'est l'iniquité fondée sur le sexe? C'est parce que la façon que le statut d'Indien était passé du côté de l'homme et de la femme n'ont pas été faits de la même façon. Donc, il y a des iniquités, c'est pas égal. Pour parler d'iniquité fondée sur le sexe, puis du projet de loi S3, il faut faire un bref retour historique. Il faut revenir en arrière. Parce que la loi sur les Indiens, vous le savez, elle a 140, là, j'ai pas calculé à l'année près, là, mais à peu près 140, 150 ans. Donc, en 1869, il faut se souvenir, le Canada a été créé en 1867. En 1869, le Canada mettait en œuvre des lois. Et une des lois qu'elle a créées, c'est la loi sur l'émancipation graduelle. Qu'est-ce que c'est l'émancipation? L'émancipation, c'est on prend vos droits, on les retire. Donc, ce qu'elle voulait, le Canada, à ce moment-là, c'est parce qu'elle voyait qu'il y avait des Indiens au Canada, elle dit, bon, ben, on va les émanciper, on va leur enlever leurs droits pour qu'ils deviennent des citoyens du Canada et non des Indiens. Donc, la loi sur l'émancipation graduelle, il y avait plusieurs types d'émancipation. Il y avait l'émancipation volontaire. Il y a des gens, s'ils voulaient, les Indiens, s'ils voulaient être émancipés volontairement, le Canada il disait, viens, je vais t'émanciper, tu vas devenir citoyen canadien, je vais te donner de l'argent, puis je vais te donner un petit bout de terre, puis tu pourras pouvoir vivre comme tous les Canadiens. Il y avait aussi l'émancipation involontaire. Il y en a plusieurs qui ont perdu leur statut d'Indien parce que ils voulaient aller à l'université, devenir docteur, ou voulaient devenir avocat. Mais celle qui nous intéresse le plus dans le cas d'iniquité fondée sur le sexe, c'est l'émancipation des femmes qui mariaient un non-indien. Donc, le jour qu'elle rencontrait un homme qui était non-indien et se mariait avec lui, elles perdaient leur statut d'indien. À ce moment-là, les règles de statut étaient beaucoup données par le père. C'était patriarcal. Donc, un homme qui était un Indien, il mariait une femme, il donnait son statut à sa femme, puis il donnait son statut à ses enfants. Par contre, même s'il mariait une femme non indienne, en la mariant, cet homme-là donnait son statut à la femme. Mais non le contraire. Si c'était une femme indienne qui mariait un non-indien, elle perdait son statut. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on voyait qu'il y avait une discrimination basée sur le sexe. Parce que l'homme donnait son statut à la femme non-indienne, mais la femme non-indienne, elle perdait son statut en mariant un homme non-indien. Le gouvernement, à ce moment-là aussi, avec la loi en 1876, la loi sur les Indiens, dans le fond, le gouvernement a décidé de prendre toutes les lois qui parlaient des Indiens. Ils les ont mis ensemble, ils ont fait une seule loi. En 1876, ils l'ont appelée la loi sur les Indiens. Avant ça, la définition d'un Indien était basée sur sa langue, son territoire, sa famille, sa nation. À partir de ce moment-là, en 1876, avec la loi sur les Indiens, c'est lui qui décidait, c'est le père qui donne le statut, c'est un Indien. 1951, c'est une date importante. Pourquoi? Dans les communautés, chacune des communautés avait une liste de bandes, une liste de ses membres. Okay? Puis en 1951, le gouvernement du Canada a décidé de rapatrier toutes ces listes de bandes-là, puis de les ramener à Ottawa, puis de faire une liste qui appelle maintenant le registre des Indiens. Et il a décidé aussi en même temps de créer un poste, donc un fonctionnaire du gouvernement du Canada qui est responsable de cette liste-là, qu'on appelle le registraire de la liste du registre des Indiens. Donc, c'était clair en 1951 que le gouvernement voulait avoir le contrôle de qui était un Indien puis qui allait le devenir. C'est lui qui voulait contrôler parce qu'il y avait la liste puis il avait même créé une personne qui s'occupait de cette liste-là. L'émancipation existait toujours en 1951, donc une femme qui mariait un homme non indien perdait son statut puis ses enfants aussi perdaient le statut. 1985, c'est une date importante. On se souvient, le Canada, dans les années 80, la Constitution voulait y intégrer, entre autres,
la Charte des droits et libertés de l'homme. Il y avait aussi en même temps des cas. Sandra Lovelace, qui est allée aux Nations Unies, au tribunal des Nations Unies, pour se plaindre que la loi sur les Indiens était discriminative envers les femmes. Donc, il y avait beaucoup de pression sur le gouvernement de faire les choses autrement, de régler les cas de discrimination. Donc, le projet de loi C-31, puis pourquoi que, en passant, on parle de C-31, C-3, mais ici, on parle de S-3, c'est que la différence, c'est que quand on parle de C, c'est un projet de loi qui a débuté dans la Chambre des communes. Quand on parle de S, le projet de loi a débuté au Sénat. Puis, il faut l'accord des deux chambres pour pouvoir passer une loi. Donc, le projet de loi C-31 en 85, le gouvernement avait beaucoup de pression pour enlever la discrimination. Donc, il a fait de son mieux. Une des choses qu'il a faites, qui a vraiment amélioré les choses, c'est que toutes les femmes qui avaient perdu leur statut en mariant un homme non indien, ben, ils ont pu regagner leur statut, puis leurs enfants aussi ont regagné leur statut à ce moment-là. Vous avez mentionné que les femmes qui n'étaient pas indiennes et qui mariaient un homme indien gagnaient un statut. Ben, on a arrêté de faire ça en 1985. Donc, les femmes qui étaient non indiennes ne pouvaient plus gagner de statut en mariant un homme indien. Par contre, on voulait pas enlever des droits, on voulait en redonner. Donc, les femmes qui avaient acquis leur statut avant 85 en mariant un homme indien, ils l'ont gardé à ce moment-là. On a aussi éliminé le mot émancipation. Tout ce qui était émancipation dans la loi sur les Indiens a été éliminé. Et on a ajouté des choses. On a créé des paragraphes. Quand on parle de 6.1 et 6.2, on parle d'inscription dans la loi sur les Indiens. C'est les articles de la loi qui parlent de l'inscription. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent s'ils sont 6.1 ou 6.2? On entend souvent ça. Je vais vous expliquer tout de suite qu'est-ce que c'est. Vous allez voir. C'est assez simple. Ça n'a pas de l'air en regardant ça, mais pour être un 6.1, il faut que ces deux parents aient le droit sont admissibles à être inscrits au statut d'Indien. Donc, deux parents, un père, une mère, qui sont 6.1, leur enfant va être 6.1. Par contre, pour être 6.2, c'est qu'il y a un des parents qui est admissible à l'inscription, mais l'autre ne l'est pas. Donc, dans bien des cas, une personne est 6.1 va avoir un enfant avec un homme qui n'a pas de statut, un homme non indien. Leur enfant va devenir 6.2. Un 6.1 puis un 6.2 ensemble vont faire un enfant 6.1. Deux 6.2 ensemble vont faire un enfant 6.1. C'est vraiment, pour avoir un 6.2, c'est un des parents qui est admissible avec un parent qui ne l'est pas. On parle aussi de l'inadmissibilité de la seconde génération, ou moi ce que je préfère dire, c'est la coupure de deuxième génération. C'est quoi la coupure de deux générations? Ça a été introduit en 1985 aussi. 2 générations consécutives, d'avoir un enfant avec une personne qui n'est pas admissible à l'inscription, va faire que le petit enfant ici ne sera pas admissible à l'inscription. Donc, mettons, Pierrette ici est 6.1. Elle se marie ou elle va avoir un enfant avec Jacques, qui lui c'est un homme blanc. Leur enfant, Julie, va être une 6.2. Julie, elle, de son côté, 6.2 ici, elle se fait un chum en dehors de la communauté qui s'appelle Sylvain. Les deux ensemble vont avoir un enfant. Ben, leur enfant ne sera pas admissible à l'inscription parce qu'elle est 6.2. Puis elle va avoir un enfant avec un homme qui n'est pas admissible à l'inscription. C'est ce qu'on appelle la coupure de deuxième génération. 2 générations consécutives d'avoir un enfant avec quelqu'un qui n'est pas admissible. Ça, c'est important. Donc, c'est ça, un 6.1 puis un 6.2. Ça a été introduit en 1985. On parle aussi des articles 10 et 11 en lien avec l'appartenance. Avant 1985, quelqu'un qui venait s'inscrire, puis qui disait, les deux parents, mettons, venaient de Ouachat, puis ils disaient, nous autres, on vient d'avoir un enfant, on va l'inscrire au registre des Indiens, puis on met la bande de Ouachat, 078? OK. 80, excusez.
Donc, ils mettent le numéro de la bande avec le nom de l'enfant, puis automatiquement, cet enfant-là est inscrit sur la liste de bande des membres de la bande 080. À partir de 1985, ça a été changé un petit peu. Deux articles très clairs. L'article 11, c'est comme avant. Si la bande, le conseil de bande est sous la Première Nation est sous l'article 11, c'est la même chose. Dès qu'on enregistre, on inscrit quelqu'un, il va sur la liste de bande automatiquement. L'article 10, qui a été introduit en 1985, permet au conseil de bande d'avoir son propre code d'appartenance. C'est quoi son propre code d'appartenance? C'est lui qui décide de contrôler qui est les membres. Donc, à partir de ce moment-là, l'inscription n'était plus automatiquement, l'appartenance n'était plus automatiquement synonyme avec appartenance. Donc, il y a plusieurs conseils de bande qui sont prévalus de cet article-là. Ils devaient, entre autres, signifier au ministre qu'ils voulaient être sur l'article 10. Et ensuite, développer leur propre code d'appartenance. Ils disaient souvent que c'était un code coutumier, puis ça, voici nos gens qui vont être membres de notre bande. Et ils devaient passer un référendum auprès de leurs membres pour s'assurer d'avoir que les membres soient d'accord avec ce nouveau code-là d'appartenance. Au Canada, sur à peu près 630 Premières Nations, il y en a à peu près 230 à peu près qui sont sur l'article 10. Donc, à peu près un tiers des Premières Nations qui sont sur l'article 10, qui ont leur propre code d'appartenance. Au Québec, il y en a 4. Vigée, Gaspé, Odanak, Olinac. Il y en a quelques-uns qui sont allés sur l'article 10, mais qui sont revenus sur l'article 11. D'autres qui ont fait les démarches, mais ça n'a pas passé au référendum. Mais ça permet aux bandes qui veulent avoir leur propre code d'appartenance de dire, c'est pas grave, ces gens-là vont peut-être être inscrits sur la liste des Indiens, mais nous autres, nos membres, voici ceux qui sont nos membres de notre bande. Puis des codes d'appartenance, il y en a plusieurs sortes. Il y en a que ça ressemblait beaucoup à la loi sur les Indiens. Il y en a d'autres, c'était très inclusif. Autrement dit, les gens, même les gens qui étaient, vous vous souvenez, là, les enfants de 6-2 avec ils n'avaient pas le droit au statut, ils les ont intégrés comme des membres. Il y en a même qui ont des membres honoraires. Par exemple, quelqu'un qui vit dans la communauté, qui est marié avec une personne qui est membre de la bande, puis que ça fait 20 ans qu'il vit dans la communauté, ils l'ont pris comme membre honoraire. Il y en a d'autres qui sont très exclusifs, qui, eux autres, c'est, par exemple, dans les communautés, ils disent, nous autres, les 6-2 ne font pas partie de la bande. Nous autres, on prend juste les 6-1. Donc, il y a différentes sortes de codes d'appartenance à travers le Canada. Mais ça a été introduit en 1985, c'est pour ça que je vous en parle, puis on va en parler plus tard aussi. Donc, en 1985, 174 000 personnes ont été inscrites suite à modification à la loi sur les Indiens. 174 000, c'est beaucoup, c'est majeur. Surtout considérant qu'à ce moment-là, en 85, il devait avoir à peu près 500 600 000 Indiens inscrits sur la liste des Indiens. En 2011, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, ils ont entendu le nom Sharon McIver. Le projet de loi C3. Madame McIver, sa mère, a repris son statut en 1985. Elle l'a regagné aussi parce que c'est l'enfant. Par contre, elle, ce qu'elle disait, c'est que ses enfants auraient dû avoir le statut aussi. Donc, elle est allée en cours et elle a gagné en Colombie-Britannique. Donc, suite à ça, le gouvernement n'avait pas le choix. La Cour lui disait, il faut que tu modifies la loi sur les Indiens. Donc, le projet de loi C3 fait en sorte qu'on a rajouté une génération additionnelle. Donc, la femme qui avait perdu son statut l'a regagné en 85, son enfant l'a regagné, et maintenant, les petits-enfants pouvaient aussi avoir le statut. Il y avait une des conditions, il y avait plusieurs conditions, il y en avait 4, dont une qui a été introduite, c'est ce qu'on appelle la date limite de 1951. Je vais vous la présenter dans quelques minutes. Ça a fait en sorte qu'en 2011, à travers le Canada, 37 000 nouvelles personnes ont été admissibles à l'inscription.
Certaines, leur statut a été modifié en cours de route, mais 37 000 nouvelles personnes inscrites. Maintenant, on va le projet de loi S3. Et tout ça, c'est toujours inéquité fondée sur le sexe. C'est ça qui est important à retenir. Et souvent, le drapeau rouge que je dis aux gens, c'est parce qu'il y a une mère, une grand-mère ou une arrière-grand-mère quelque part dans votre famille qui a perdu son statut parce qu'elle a marié un homme non indien, puis elle a gagné son statut. 2017, suite à un jugement de cour au Québec, Stéphane Deschenaux a gagné en août 2015. Et la juge a dit au gouvernement, la loi c'est les Indiens est discriminative, il faut que vous la changez, vous avez 18 mois pour la changer. 18 mois, c'était très court. En plus, il y avait des élections en 2015. Donc, le projet de loi est finalement passé en décembre 2017, plus de 2 ans après. Ce que le gouvernement a décidé de faire, c'est, premièrement, régler les questions spécifiques au dossier, au cas Deschenaux. Puis je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. La question des cousins, des frères et sœurs, des mineurs omis, la parenté inconnue ou non déclarée. Et il y a aussi des modifications qui sont retardées. Retardées, pourquoi? C'est parce que la juge a dit, puis le gouvernement disait, l'élimination de la date de 1951 qui a été introduite, on veut l'éliminer cette date-là parce qu'elle est discriminative. Mais avant de l'éliminer, parce que c'est un impact majeur, on veut parler aux gens, on veut parler aux Premières Nations, on veut parler aux groupes autochtones, pour savoir comment ils voient ça. Donc, une des obligations de la loi, c'est de consulter et aussi de faire rapport au Parlement de ce qu'on a entendu. Donc, il y a eu un premier rapport qui a été fait en mai 2018, parce qu'on a dit au Parlement, on a dit voici comment on va aller consulter, discuter, engager les Premières Nations. Il va en avoir un bientôt en juin 2019, suite aux discussions, consultations qu'on a eues. On va dire, ben voici ce qu'on a entendu. Puis en décembre 2020, on va leur dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Donc, je vais vous parler, entre autres, de l'élimination de la date de 1951. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, la date de 1951, c'est une des conditions qui a été mise en 2011 pour que les gens puissent faire partie des gens dont leur statut a été modifié ou qui ont pu avoir le statut en 2011. Puis la meilleure façon de vous expliquer l'élimination de la date de 1951, c'est d'utiliser un exemple fictif. Encore une fois, le drapeau rouge ici, c'est une femme qui a perdu son statut en mariant un homme non indien avant 1985. Donc, on parle ici de Mary, ou de Marie, excusez-moi, je vais le dire en français. Marie est née en 1908 et elle a marié un homme non autochtone, non indien, en 1925 à peu près. Et ils ont eu 2 enfants. Les enfants, c'est Annie puis Sarah. Annie et Sarah, eux, ont aussi rencontré des hommes non autochtones et ils ont eu chacune 3 enfants avec ces 2 hommes-là. Donc, Annie, avec son mari non autochtone, a eu Sam, Sally et Steve. Ces 3 enfants-là sont nés avant 1951, et c'est important à retenir. Sarah, l'autre fille de Marie, elle aussi a marié et a eu des enfants avec un homme non autochtone. Jane, Jean et James. Eux aussi sont tous nés avant 1951, sauf James, lui, est né en 1953. C'est important, ça, que James est né en 1953, parce qu'il est né après 1951. Donc, la loi 1985, Mary, qui avait perdu son statut, a regagné son statut. Elle est devenue une 6-1. Elle a regagné son statut 6-1. Ses enfants, Annie et Sarah, parce qu'ils sont nés d'un père non indien. Donc, vous vous souvenez, personne 6-1 qui avait le statut avec un homme ou une personne non indienne qui n'est pas admissible au statut, ça fait un enfant 6-2. Donc, Annie et Sarah sont 6-2. Et en 1985, Sam, Sally, Steve, Jane, Jean et James,
ne sont pas admissibles au statut. Parce que leur père, c'était aussi un homme qui n'avait pas de statut. Donc, une 6-2, vous vous souvenez de la coupure de deuxième génération? 6-2, avec un homme non autochtone, les enfants ne sont pas admissibles au statut. 2011, Sharon McIver, Mary toujours 6-1, Annie est 6-2. Une des conditions, vous vous souvenez, c'est que un des enfants, ou les petits-enfants de Mary, un des enfants soit né en 1951 ou après 1951. C'est ça la coupure de 1951. Donc, Annie reste 6-2 parce que ses 3 enfants sont tous nés avant 1951. Par contre, Sarah qui était 6-2 parce que James est né en 1953, donc après 51, son statut à Sarah est modifié en 6-1 et ses enfants maintenant ont droit au statut, vont devenir des 6-2 juste parce que James est né après 1951. Fait que là, vous regardez ça, vous dites, ben voyons, ça n'a pas de sens. Il dit, Sam, Sally puis Steve, c'est des cousins de Jane, Jean puis James, ils ont la même grand-mère. Mais, parce que James est né après 1951, seulement ces 3-là ont le droit au statut. Ses frères et sœurs. 2017, décembre 2017, projet de loi S3, Mary garde le même statut. Annie, toujours le même statut. 6-2, ses enfants, pas le droit au statut parce que la date de 1951 existe toujours. Par contre, qu'est-ce qui change? Les enfants ici sont maintenant des 6-1. Puis ça, vous allez le voir plus loin, pourquoi. Ils vont devenir des 6-1. Fait que là, en plus d'avoir droit au statut, ils sont même pas 6-2 comparés à leurs cousins. Ils sont rendus des 6-1 aussi. Fait que la coupure de 1951, qu'est-ce que ça fait? On veut l'éliminer. La raison pour laquelle James, vu qu'il est né après 51, il est né en 53, on va éliminer ça, cette date-là. Pourquoi? Pour que tout le monde dans la même famille ait le même statut. Pour que ce soit égal. Que ça soit juste. Qu'est-ce que ça fait? C'est que dans votre communauté, Sam, Sally puis Steve, quand on regarde leur date de naissance, ils sont nés avant 51. Si je fais un calcul mathématique, ils ont à peu près 75, 80, peut-être plus vieux. C'est probablement des aînés en ce moment. Ils ont probablement eu des enfants aussi, chacun de leur côté. Donc, Sam, Sally et Steve vont devenir admissibles quand on va enlever on va éliminer ça, la coupure de 1951. Puis s'ils ont eu des enfants, parce qu'ils vont devenir 6-1, ces trois-là, mettons que Sam, il a eu 3 enfants, Sally, il en a eu 5, puis Steve, il en a eu 6. Ben, ça va rajouter du monde. Leurs enfants vont être 6-2. Parce qu'il y a des bonnes chances, parce qu'ils sont probablement grandis en dehors de la communauté. Ils ont probablement eu un père. Leurs enfants ont probablement marié des non-autochtones, donc ce serait probablement des 6-2. Donc, ça, 3 nouvelles personnes, plus leurs enfants qui vont être rajoutés dans la communauté, ça a un impact majeur. Oui, question. Si ça, c'est discriminatoire, est-ce qu'il va y avoir une loi à un moment donné qui va dire que, admettons, moi, je tombe enceinte, puis que le père qui est autochtone pur, là, il n'y a pas d'enceinte, là, il refuse de signer, mais mon enfant, il tombe 6-2, y a-tu quelque chose qui va sortir pour ça? C'est aberrant, cette loi-là, là? Moi, je sais pas, là, mais ça n'est que ni tête. J'ai pas nécessairement toutes les réponses. Par contre, je vais vous parler d'une des choses qui a été rajoutée dans le projet de loi S3. Ça, la coupure de 1951, l'élimination de la coupure de 1951, c'est dedans. Mais c'est une modification qui est retardée parce qu'on veut vous entendre là-dessus. Mais, je veux juste revenir. Parenté inconnue ou non déclarée. Il y a eu un cas en 2016, Mme Gale en Ontario. Mme Gale en Ontario, elle est allée en cours contre le gouvernement parce que elle disait que le gouvernement la discriminait. Parce que, faut que je vous explique, puis je vais vous le montrer en montrant ce graphique-là. Ce qui arrivait, c'est que pour inscrire son enfant,
il faut que les gens remplissent un formulaire, dont le formulaire pour le certificat de naissance à l'état civil. Puis dans bien des cas, dans quelques cas, il manquait un nom, souvent le nom du père. Pourquoi? Ben, il y avait plusieurs raisons. Ça pouvait être parce que le père était en prison, ça pouvait être parce que le père ne voulait pas avoir son nom pour payer de pension, c'était pas nécessairement une relation approuvée. Donc, lui, il ne voulait pas signer, mettre son nom sur le certificat de naissance. Fait que le registraire, quand il recevait un certificat de naissance, puis il manquait un nom, automatiquement, il disait « Ah, c'est un père non autochtone. » Mais ça a des impacts. Pourquoi? Si la mère était 6-1, puis tout le monde sait que le père, c'est un autochtone, il y avait le statut d'Indien, mais parce qu'il ne voulait pas mettre son nom sur certificat de naissance, la registraire, elle disait « Non, c'est un non autochtone. » Qu'est-ce que ça faisait? C'est que cet enfant-là, c'était devenu un 6-2, alors qu'il aurait dû être un 6-1. L'autre impact, si cette mère-là, c'était déjà une 6-2, puis elle avait un enfant avec un homme qui avait le statut, que ce soit 6-1 ou 6-2, mais qui ne voulait pas mettre son nom sur le certificat de naissance, ben, le registraire à Ottawa disait non, c'est un autochtone. Fait que cet enfant-là n'avait pas le droit au statut. Fait que S3 est venu faire en sorte que donner plus de flexibilité à la registraire d'accepter d'autres preuves que le certificat de naissance pour dire c'est lui le père. Autrement dit, tout le monde dans la communauté sait que c'est lui le père. Ben, la famille pourrait écrire une lettre au registraire, dire Jacques, c'est le père. Puis Jacques, c'est un 6-1, donc notre enfant devrait avoir le droit à l'inscription. Ça pourrait être le conseil de bande, faire une résolution qui dit registraire, on sait que c'est lui le père. On vous le dit. Okay? Fait que le cas de Gail qui a été rajouté dans le projet de loi S3 permet plus de flexibilité pour donner les preuves puis que le registraire les prenne en considération. Donc, la coupure de 1951, on veut que tout le monde ait le même statut, mais on vous le dit, ça va avoir un impact. C'est quoi l'impact? En ce moment, il y a un démographe qui a fait une étude, il a utilisé des chiffres du recensement. Il dit que à peu près entre 750 000 et 1,3 million de personnes pourraient avoir le droit au statut avec l'élimination de la date de 1951. Mais ça veut dire que ces gens-là, il faut aussi qu'ils aillent s'inscrire. Puis c'est une estimée, c'est une prévision, c'est basé sur des chiffres. Mais c'est difficile pour nous autres d'avoir le bon chiffre. Puis vous le voyez, le démographe a quand même laissé ça assez large. Il y a aussi l'officier du Parlement, du budget au Parlement, qui a dit 250 000 personnes à peu près qui seraient admissibles. Fait on voit qu'il y a des différences dans les chiffres. C'est pas clair encore combien de personnes. Puis c'est difficile pour nous parce que Sam, Sally et Steve sont pas dans le registre des Indiens. Fait que c'est difficile pour nous autres de savoir s'ils ont le droit à l'inscription puis s'il y avait eu des enfants parce qu'ils sont pas inscrits. Donc c'est difficile de faire des prévisions. On sait que ces gens-là, la grande majorité viennent vivre probablement en ce moment hors réserve. Donc ça a un impact parce que les gens vont vouloir revenir dans la communauté, s'intégrer dans la communauté. Puis on va parler, je pense, dans les questions plus tard, c'est quoi les autres impacts. Ça va mettre de la pression, l'éducation, le logement, les terres. Ça va être à vous de nous dire c'est quoi les impacts dans votre communauté. Rapidement, la décision des Chenaux 2017, on a décidé de répondre à la juge en 2 étapes. On a fait les modifications, les amendements à la loi qui répondaient directement au cas des Chenaux. Puis on a fait un processus de consultation, ce qu'on appelle le processus de collaboration, ce qu'on fait en ce moment. Je vais vous expliquer rapidement les amendements les plus importants, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais ceux qui touchent le plus de gens du projet de loi qui sont en vigueur depuis décembre 2017.
Puis la meilleure façon de vous les expliquer, c'est en commençant du côté de la lignée paternelle. Donc, la première, c'est la question des cousins. C'est l'association de Stéphane Deschenaux. Donc, avant 1985, un père indien qui mariait une mère non indienne, cette femme-là, elle gagnait le statut, elle recevait le statut indien, devenait une 6-1. Mais dans ce temps-là, avant 85, c'est le père qui donnait le statut aux enfants puis à la femme. Donc, son fils, dans ce cas-ci, devenait un 6-1. Lui aussi, il a marié une femme non indienne qui a gagné le statut aussi de 6-1, qu'il a acquéri. Et ils ont eu des enfants qui sont devenus des 6-1 parce que 2 6-1 ensemble, ça faisait un 6-1. Puis après ça, tout dépendant si c'est la génération de Stéphane Deschenaux, dépendant si ils avaient des enfants avec une personne qui avait le statut ou non, ça faisait des 6-1 ou des 6-2 après 85. Si on compare de l'autre côté, la femme indienne, qui mariait un père non indien, avant 85, qu'est-ce qui arrivait? Elle perdait son statut. Et son enfant aussi, il n'était pas admissible au statut. En 85, cette femme-là a regagné son statut, ainsi que l'enfant ici a regagné son statut, parce que le père était un non-indien. L'enfant est devenu ici un 6-2. Cet enfant-là a eu un enfant avec un non-indien. Donc, le petit-enfant n'était pas admissible au statut. Parce qu'elle était 6-2. Lui n'avait pas de statut. Donc, un 6-2 avec quelqu'un qui n'est pas admissible au statut, le petit-enfant n'est pas admissible. Est ensuite venu C3 en 2011. Qu'est-ce que ça fait? C'est que les petits-enfants sont devenus admissibles au statut en 2011. Puis vous vous souvenez parce que ce petit enfant-là était né après 1951. Il est devenu 6-2. Puis le parent ici est devenu 6-1 suite au projet de loi C3. Pourquoi? Parce qu'on voulait que son parent ici ait le même statut que l'enfant ici, parce qu'il y avait une discrimination. Donc on voulait s'assurer qu'entre générations, ce soit le même statut. Mais là, le petit enfant, oui, il est admissible au statut, mais il était 6-2. Fait qu'avec S3, puis vous l'avez vu dans le tableau avant, il est devenu 6-1. Pourquoi? Pour qu'il ait le même statut que ce côté ici. Lui, c'est un 6-1. Stéphane Deschenaux, c'est un 6-1. Donc, l'enfant qui est ici, il fallait qu'il ait le même statut 6-1. On voulait avoir une équité dans la même génération. Du côté, étant donné que du côté du père, la mère, ça n'était pas fait pareil, on voulait réajuster pour que ça soit pareil. Et parce que ici, dépendant si Stéphane Deschenaux, il y avait des enfants avec une personne statuée ou non statuée, si c'est un 6-2, c'est la même chose ici. Donc, on va devenir 6-1 au 6-2 parce qu'avant, les arrière-petits-enfants n'étaient pas admissibles au statut. Mais maintenant que eux, cette génération-là est devenue 6-1, là, maintenant, sont admissibles à soit 6-1 ou 6-2, tout dépendant qui est l'autre parent. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est suite au fait que le drapeau rouge, encore que la femme a perdu son statut en mariant un non-indien, on va rétablir le même statut de génération en génération. Le fait que ce soit un homme versus une femme. Même chose ici. C'est la question des frères et sœurs. Je vais y aller un petit peu plus vite parce que je vois le temps passer. Ici, frères et sœurs, c'est assez simple. Même cas en haut, père indien qui n'est pas marié, avec une mère non indienne, avant 85. Si c'est un fils, le père va passer le statut au fils, qui va devenir un 6-1. Si le fils est né entre 51 et 85. Si, parce que c'était une fille, avant 85, elle n'était pas admissible au statut. C'était là la discrimination. Un gars versus une fille, la fille n'était pas admissible au statut. Par contre, en 85, elle a été admissible au statut.
mais parce que le père était avec une mère non indienne, elle est devenue 6-2. Mais là, on regarde la même génération. Ici, il est 6-1. Fait qu'est-ce qui est arrivé avec le projet S3 en 2017? On lui a donné un 6-1. Pour que ça soit égal. Que ce soit la même chose dans la même génération. Et les petits-enfants, parce que lui, s'il y avait un petit-fils qui était né avant 85, il donnait un 6-1. Avec la même chose ici. Si le petit enfant qui était né avant 85, lui, n'était pas admissible au statut, ben avec S3, il devenait un 6-1 aussi pour être la même chose de ce côté ici. Je sais, c'est pas facile à comprendre, mais ce qu'on veut essayer de faire encore, c'est rétablir le même remède, la même solution, le même statut. Parce qu'il y a une discrimination. Mais il y a aussi celui-là ici qui s'appelle la question des mineurs omis ou retranchés. Le père, donc toujours commencer de ce côté-ci, le père indien avec une mère indienne, ils ne sont pas mariés, mais ils ont un enfant. Le père transmet le statut à cet enfant-là avant 85. Il devient 6-1. Pour une raison qu'on ignore, le père et la mère se séparent. Un petit peu plus tard, le père, lui, épouse une non-indienne. Puis ça, c'est toujours avant 85. Qu'est-ce qui arrive? L'enfant qu'ils vont avoir va être un 6-1. Puis cet enfant-là, ici, va garder le statut aussi. Par contre, dans la même situation, les deux parents sont indiens. Ils ont un enfant ensemble qui va avoir le statut 6-1. Le père s'en va. Mais là, c'est pas le père qui va se marier. C'est la mère qui va se marier avec un non-indien. Qu'est-ce qui arrive? Toujours avant 85, elle perd son statut et son enfant aussi. Par contre, en 85, la mère et son enfant vont avoir leur statut. Qu'est-ce qu'on a oublié? C'est que s'il y avait un enfant qui était né avant 85, donc si la mère et son enfant ont établi le statut, cet enfant-là, lui, a eu un enfant avant 85, bien son enfant n'a pas eu de statut. Donc, avec S3, cet enfant-là serait probablement admissible après 85 à devenir 6-2, mais pour être la même chose que la génération ici, il va acquérir le statut 6-1. Tout ça parce que la mère elle a perdu son statut, l'enfant aussi, mais que le petit enfant qui était né avant 85, on ne lui a pas donné de statut. Donc, on vient réparer en lui offrant le statut 6-1 comme l'enfant du côté du père. Aujourd'hui, on vient parler de 3 choses. Les consultations, l'élimination de la date limite de 1951. C'est quoi les impacts dans votre communauté? Puis David puis Véronique vont pouvoir avoir la discussion avec vous. Aussi, la juge en 2015, elle a dit au gouvernement, arrêtez de venir me voir, arrêtez de voir les juges, arrêtez d'aller en cours, ça prend du temps, ça coûte cher. On sait que la loi sur les Indiens, il y a toutes sortes d'iniquités qui existent encore. Pouvez-vous essayer de les régler une fois pour toutes? Le meilleur du possible. Donc, une des questions ici, c'est quelles sont les autres iniquités qui existent? Pourquoi elles vous touchent? Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les régler? Il y en a plusieurs. La coupure de 2e génération, il y en a plusieurs qui disent que c'est discriminatoire. Cet enfant-là, c'est un autochtone. C'est pas parce que son père puis son grand-père étaient non autochtones qu'il n'y a pas plus autochtones dans la communauté. Exemple. L'émancipation. On en a parlé, il y en a qui ont été émancipés parce qu'ils sont devenus médecins, ils sont devenus docteurs, mais on n'a pas réglé ça. Question? Moi, je veux savoir, là, je me pose la question, quand la mère a perdu ses droits, qu'elle a repris, qui était marié avec, supposons qu'il y a eu un enfant avec un non-autochtone, quand il a repris, pourquoi ça n'a pas été C2? Puis là, c'est pas C2 qui arrive, là. C'est C1, C1C,
Puis après ça, c'est un autre C1 qui suit. Là, tu parles là, tu parles plus des codes. 6.1, 6.1, C1, 2, 6.1, 6... Moi, ce que je veux dire, là, bon, quelqu'un que ça y touche pas, là, comme je vais dire de même, là, 2 Indiens, disons, qui ont toujours eu le droit de s'enregistrer, qui ont eu un Indien, c'est un C1. Bon, OK. Là, après ça, si il y a un enfant avec un non autochtone, ça vient C2. 6-2, excusez. Après ça, ça arrête là. Bon, OK. Avec cette loi-là, ceux que ça les touche, là, bon, ils ont repris leurs droits, les femmes, puis les enfants, c'est 6-1 au lieu de 6-2. Puis en plus, leurs enfants, c'est 6-1 aussi. Parce que ce qu'ils voulaient, là, dans le fond, là, c'est dans la même famille, le même type de cas, mais parce que c'est un homme, parce que c'est une femme, ce qu'ils voulaient, c'est rétablir. Parce que lui, c'était avant 85. Fait qu'avant 85, le statut se donnait du père au fils, puis devenait 6-1 avant 85. Après 85, vous vous souvenez, si c'était une femme non autochtone, l'enfant devenait 6-2. Mais ce qu'ils voulaient faire, quand ils ont voulu rétablir, c'est qu'entre chaque génération, ce soit le même statut. Fait que, parce que c'était avant 85 qu'ils ont dit on va donner un 6-1, vu qu'ici, c'est un 6-1. Puis la même chose ici. On veut s'assurer que ce soit les enfants de la même famille, parce que mettons que elle c'est Suzy, puis lui, c'est Pierre, puis son frère et sœur, bien, les cousins, les petits cousins, ils veulent s'assurer qu'ils aient le même statut. Les deux des 6-1. Puis la même chose ici aussi. On veut s'assurer qu'entre chaque génération, dans les mêmes familles, il n'y a pas de discrimination. Mais en même temps, je suis d'accord avec toi, puis je le dis souvent, je dis, quand on fait une rénovation dans une maison, là, on ouvre, on essaie de réparer, puis en réparant, on crée d'autres problèmes des fois. Puis c'est ça, la loi sur les Indiens. C'est qu'on essaie de réparer les discriminations, mais on en crée d'autres. Puis on essaie de comprendre la logique. Puis quand on y va cas par cas, parce que souvent c'est ça, hein, c'est parce que là, on essaie de généraliser. Mais quand on y va cas par cas, chaque situation est différente, chaque famille est différente. Puis là, ils vont dire, ben, c'est pas égal. Il dit, moi, je suis 6-2, mais lui, qui est mon cousin, il est 6-1. Puis on a la même situation, c'est juste parce que, exemple, avant 85 ou avant 51. Fait que c'est ça qu'on veut parler. C'est un des sujets qu'on veut parler, puis garde tes points pour les discussions parce que c'est super important de parler des autres iniquités. Parce qu'on en crée d'autres. Okay? Puis dans ta job d'agent de registre des Indiens, t'en entends plein puis t'en vois plein. Fait que c'est important que tu le dises. Le troisième point, c'est ce que je vous ai dit au début, la ministre qu'elle a dit. C'est que dans le fond, la ministre, elle comprend tout ça, puis elle dit, en effet, elle dit, c'est pas nous autres là, de décider qui est un Indien et qui ne l'est pas. On veut sortir de la loi sur les Indiens, on veut éliminer l'inscription. Mais on ne peut pas faire ça demain matin, du jour au lendemain, tout seul. Il faut qu'on vous entende, il faut qu'on vous écoute. Il faut comprendre c'est quoi votre réalité. Puis, qu'est-ce que vous avez de besoin pour aller là? Parce que si demain matin, le ministère dit « OK, c'est correct, là, c'est les Indiens, 6-1, 6-2, c'est vous autres qui s'en occupent, c'est plus nous autres. » Ben, comment qu'on fait ça? Ça va-tu prendre de l'argent? Ça va-tu prendre des ressources? Ça va-tu prendre des outils? Qu'est-ce qu'il faut faire? Fait que c'est ça qu'on veut parler. C'est le troisième point qu'on veut parler aujourd'hui. Fait que ça fait le tour. Ça conclut ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais revenir, moi, avec la question du père inconnu ou du père non déclaré. L'enfant né, les gouvernements voisins, eux, se fient sur le certificat de naissance, l'état civil. À un moment donné, le père, il décide de reconnaître son enfant au courant avant qu'il ait 18 ans, mettons à 4 ans. L'enfant a 4 ou 5 ans, ou bien 12 ans. Est-ce qu'il y a un âge pour qu'il le reconnaisse ou est-ce qu'il peut le reconnaître même après 18 ans? Je ne sais pas. C'est vraiment une question d'état civil du Québec que vous me posez, alors que moi, je vous parle de la loi sur les Indiens du gouvernement du Canada.
Fait que j'adresserai votre question à l'État civil du Québec, savoir la reconnaissance du père inconnu. Est-ce qu'il y a une âge minimum, maximum? Mais je ne peux pas vous répondre malheureusement aujourd'hui de cette question-là, vu que je ne suis pas un spécialiste dans le domaine. D'autres questions? Oui, vous m'avez parlé de la loi de 1951. Est-ce qu'elle est toujours en vigueur, cette loi-là? La loi sur les Indiens est toujours pareille, mais elle a été modifiée en cours de route. Il y a des choses qui ont été enlevées, d'autres qui ont été rajoutées. Je vais te demander encore les chiffres. Je ne sais pas si tu les as, les chiffres. L'impact du projet de loi S3 sur la communauté d'ici, de Ouachapelle. Pour la bande 080, en ce moment, en 2016, il y avait 3526 personnes vivant sur réserve qui étaient membres de la bande, qui étaient inscrites. 1037 hors réserve, pour un total de 4563. Puis ça, c'est les chiffres de 2016. Avec les modifications de S3, 112 personnes seraient admissibles à l'inscription, dont 111 hors réserve. Et vous vous souvenez, les pères, parce qu'on a rajouté aussi la question des pères non déclarés, ce serait 46 enfants qui seraient admissibles à l'inscription. 10 sur réserve, 36 hors réserve. Et ça, c'est toujours à condition que ces gens-là s'inscrivent. Donc, si on fait 112 plus 46, 158 personnes sur une population de 4563. C'est quand même un impact important. Mais ça, c'est les chiffres que le démographe a fait à partir des chiffres actuels du registre des Indiens. Il a utilisé le recensement. Les gens qui... Puis là, j'ai pas toute la méthodologie qu'il a utilisée, mais les gens qui s'auto-identifiaient comme autochtones, il a enlevé les Indiens inscrits, il a enlevé les Métis, il a enlevé les Inuits, il restait du monde, puis il a fait un pourcentage de ce monde-là, à peu près. Moi, c'est sûr que mon opinion, c'est que c'est à nous de définir là, vraiment qui est membre de la bande. Là. Mais d'un autre côté, le fédéral, nos transferts, là, je dirais la patate chaude aux communautés. Puis ce qui va arriver, c'est les communautés qui vont se ramasser avec les problèmes de discrimination. Parce que là, il y a les membres, je dirais les 6-1 là, ou les 6-2. Là, je sais que dans la communauté, les 6-2, on les identifie là, généralement là, les hors réserve. Mais il y a également aussi là-dedans une brisure dans la culture. Ils ont perdu, les 6-2 ou les hors réserve ont perdu leur culture. Fait que là, ça va créer encore ici, dans la communauté, une autre forme de discrimination. C'est pas un Indien, même si le statut aujourd'hui, c'est pas un membre de la. Fait que ça, là, ça va créer encore un paquet de problèmes. Puis est-ce qu'on va nécessairement avoir les ressources financières pour justement financer des batailles ou finalement pour se défendre dans les prochaines années? Autrement dit, il y a du monde qui dans les autres qui viennent de hors réserve, qui vont rentrer, il doit avoir un numéro de banque ici. C'est ça que je voulais savoir. Il va avoir le droit de voter quand disons un exemple, il va y avoir un référendum. Ils vont avoir le droit de voter. Pour la question des référendums ou des élections, ça dépend si vous avez votre code électoral ou référendaire coutumier. Puis c'est ça qui va définir les gens qui vont être admissibles à voter. Je renchéris un petit peu là-dessus en me demandant, est-ce que c'est juste de dire que les gens qui sont statués pourraient être des bénéficiaires de l'État fédéral, alors que d'autres, statués ou non, pourraient être des membres d'une communauté qui seraient membres de la communauté avec ce que la communauté déciderait ce que ça signifie? Puis ça dépend toujours comment la bande, son code d'appartenance, jusqu'à quel point elle accepte les gens ou non. Ce qui est important, c'est que
Il faut pas juste voir les avantages, les droits. Il faut voir l'intégration à la communauté, l'intégration à la culture, la langue. Puis ces gens-là, on l'a vu, hein? C'est tous des gens de votre famille, là. C'est juste parce que la loi sur les Indiens, à un moment donné, a dit que ces gens-là n'avaient pas le droit au statut. Mais Sam, Sally, puis Steve, non, mais ceux d'en haut qui n'ont pas eu le droit au statut, c'est des cousins, là. C'est des gens de votre famille. C'est juste parce qu'à un moment donné, le gouvernement du Canada a dit « Vous n'avez pas le droit au statut ». Vous avez dit tantôt là, qu'il a fait un code d'appartenance, puis qui est comme revenu sur son idée, là, qui avait annulé le... C'était pourquoi? J'ai pas les détails exactement, mais je pense que, comme monsieur ici a répondu, ils se sont rendus compte que c'était une patate chaude. En tout cas, il y a eu plusieurs cas, je pense, au cours de route. Là. Mais je pense, entre autres, c'est ça. Mais je n'ai pas les détails, mais j'anticipe que c'est probablement à cause de ça.